Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans notre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité internationale, le monde tel qu'il est. Je suis Vincent Lequen et vous êtes bien sur Radio Théolis. Aujourd'hui, pour notre 40e édition de cette émission, je vous propose un sujet rare mais fascinant et d'actualité malheureusement puisque à l'occasion du décès du pape François, je souhaitais, ma foi, s'interroger, que nous interrogions, que nous analysions le rôle qu'il a pu jouer dans la géopolitique contemporaine pendant son office. Peut-on encore influencer le monde depuis un petit État enclavé au cœur de Rome, avec moins de 1000 habitants? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre au travers d'un certain nombre de réflexions que je vous propose de tenir. La première partie de notre réflexion sera consacrée au pape diplomate, qui reste une tradition séculaire, même si elle a épousé les méthodes modernes, évidemment. La diplomatie du Vatican, c'est une histoire très longue depuis plusieurs siècles, depuis qu'il existe des papes, j'allais dire. Mais pour ce qui concerne le pape François, dès son élection en 2013, il a voulu imprimer un style nouveau, un style proche de celui d'un pasteur, mais aussi d'un médiateur audacieux. Le pape François hérite d'une tradition spécifique. Jean-Paul II, par exemple, joua un rôle très important dans la fin du communisme en tant que pape polonais, la fin du communisme en Europe de l'Est. Mais François, qui est le premier pape venu de l'hémisphère sud, va aussi chercher des solutions aux crises au-delà de l'Europe, pensant aux crises qui nous concernent peut-être moins ici, les crises de Cuba, de la Syrie quand même, la Colombie, le Venezuela. Et prenons l'exemple qui vient en tête donc du rôle du pape dans ces géopolitiques, dans ces problématiques. C'est l'exemple de la médiation secrète de 2014, où le Vatican a accueilli discrètement des délégations américaines et cubaines sur le sol romain. François lui-même a écrit à cette occasion à Barack Obama et à Raúl Castro, le leader cubain, pour défendre cette cause. Les deux pays, ont rétabli leurs relations diplomatiques en décembre 2014, évidemment, ce qui était considéré comme quelque chose d'impossible depuis plus d'un demi-siècle de conflit entre le Cuba et les États-Unis. On retrouve là sa marque de fabrique, c'est-à-dire consistant à ne pas imposer de conditions morales ou religieuses, mais offrir un espace de dialogue, d'écoute, de confiance neutre. On pourrait citer les tentatives de médiation également en Syrie, les efforts pour le dialogue politique au Venezuela ou encore l'ouverture du Vatican pour des pourparlers entre par exemple la Colombie et les FARC, problématique interne à la Colombie, avant l'accord de paix qui a été finalement signé entre les FARC et le gouvernement colombien en 2016. Le dernier exemple marquant, j'allais dire toujours en cours, c'est la guerre en Ukraine. Depuis le début du conflit, le pape François s'est positionné comme une voix morale, condamnant l'agression injuste tout en se gardant de nommer Vladimir Poutine. De fait, il reste l'un des rares dirigeants mondiaux à pouvoir dialoguer à la fois avec Kiev et avec Moscou, et même avec le patriarcat orthodoxe russe. D'ailleurs, cette neutralité qu'il a épousée sur le conflit ukrainien lui a été reprochée en Occident, puisqu'il a souvent épargné Vladimir Poutine dans ses propos. Bon, ceci mis à part, c'est sa ligne de conduite, la neutralité, essayer de trouver des espaces de discussion malgré les problématiques. Et il ne faut pas non plus oublier son rôle de diplomate humanitaire. Le Vatican a ainsi facilité des échanges de prisonniers, des corridors humanitaires ou encore la libération d'otages au Moyen-Orient. Par exemple, la médiation du Saint-Siège a permis en 2021 la libération de religieuses qui avaient été kidnappées en Centrafrique.
Pour conclure cette première partie de réflexion, on peut citer un des discours du pape François à Cuba en 2015. Je cite: « Nous avons le devoir de construire des ponts et non des murs ». Ça dit tout justement du rôle du pape François donc sur les quelques problématiques qu'on a citées. Le pape, globalement, c'est depuis toujours une voix morale sur la scène internationale. Pour ce qui est du pape François, il a, dans ce cadre, en termes de moralité, il a beaucoup insisté sur la pauvreté, sur la justice sociale et aussi sur l'écologie. En effet, le pape François ce n'était pas seulement un diplomate, il était aussi un chef spirituel pour qui la politique n'existe que dans la mesure où elle sert la personne humaine tout entière. Son engagement social, notamment pour les plus pauvres et pour la planète, était au cœur de sa vision du monde. Et le vrai tournant, en fait, dans ce domaine, c'est l'encyclique Laudato Si', paru en 2015. Pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, un pape s'adresse explicitement à tous les habitants de la Terre pour les exhorter à sauvegarder ce qu'il appelait notre maison commune. Ce texte a eu un immense retentissement, bien au-delà du monde catholique. Barack Obama et François Hollande ont salué son message à l'époque qui a pesé sur les négociations de la COP21, dont on a déjà parlé longuement dans les précédentes éditions du Monde tel qu'il est. Et selon l'ONU, environ 30% des intervenants à la COP ont cité Laudato Si', cette encyclique, preuve de son impact évidemment. Mais il ne s'agit pas uniquement, en termes de moralité, que d'écologie. François lie la question climatique également à la justice sociale, en dénonçant les inégalités structurelles, le gaspillage, l'indifférence généralisée. En 2023, il publie un autre encyclique, Laudate Deum, où il critique sévèrement l'inaction des États face au dérèglement climatique, affirmant qu'il n'y aura pas de paix sur la Terre sans justice envers l'environnement. Dans ses voyages, il insiste sur les droits des peuples autochtones, la protection de l'Amazonie, par exemple, ou du Congo. Il a lancé d'ailleurs un cri d'alarme en 2018 lors d'un voyage en Amazonie brésilienne, en appelant les pays riches à assumer leurs dettes écologiques envers les pays du Sud. C'est dans cette logique qu'il a soutenu des initiatives comme le Pacte mondial pour l'éducation, qui avait pour objectif de préparer les générations futures à la solidarité et la préservation du monde. Sa voix a également porté en Afrique ou en Asie. Beaucoup d'ONG s'inspirent de Laudato Si', l'encyclique, pour lutter contre l'accaparement des terres ou la surexploitation minière. En Amazonie, certains évêques utilisent l'encyclique comme un argument pour s'opposer à des projets industriels qui sont destructeurs. Dans d'autres pays, les gouvernements rechignent, mais l'impact est réel sur la société civile. Le troisième grand axe de l'action pontificale en matière géopolitique, c'est le sujet des migrations. Le pape François a fait de la défense des migrants et des réfugiés un pilier central de son magistère qu'il a renouvelé très, très régulièrement. Quand bien même, dans certains pays, pour ne pas le citer, ça allait à l'encontre, on va dire, de la pensée d'un certain nombre. Voilà, gentiment dit. Dès le début de son pontificat, il a multiplié les gestes forts dans ce domaine. En juillet 2013, par exemple, il se rend à Lampedusa, tout le monde a parlé de cela, qui est la porte d'entrée de l'Europe pour de nombreux migrants en provenance du continent africain. Et il a condamné à ce moment, lors de cette visite, la mondialisation de l'indifférence. En 2016, il se rend à Lesbos avec le patriarche orthodoxe Bartholomé et il en repart avec 3 familles de réfugiés syriennes installées désormais au Vatican. Il répète à cette occasion, je cite, « Les migrants ne sont pas des numéros, mais des visages, des histoires, des destins. Accueillir l'autre, c'est accueillir le Christ. » Et ce n'est pas que symbolique, car sous son impulsion, le Vatican a ouvert des couloirs humanitaires pour des milliers de Syriens, des Érythréens ou les Soudanais qui étaient menacés dans leur pays.
L'initiative lancée en Italie en 2016 a été copiée par la France, la Belgique, l'Andorre et le Canada. François a fait aussi pression sur l'Union européenne dans ce domaine. Il a interpellé directement les chefs d'État européens lors de différents sommets ou de visites qu'il a pu effectuer au Parlement européen. Son impact n'est évidemment pas législatif, il n'avait pas de pouvoir législatif évidemment, mais il donne de la voix à ceux qui n'en ont pas, comme le dit la phrase. En Amérique, de l'autre côté, il n'hésite pas à critiquer la politique de tolérance zéro de Donald Trump, affirmant qu'un chrétien ne construit pas de murs. Et en 2022, il s'est positionné en faveur des Dreamers mexicains menacés d'expulsion et qui souhaitaient rester aux États-Unis. En 2023, il a critiqué vivement la politique britannique d'externalisation des migrants vers le Rwanda. Plus récemment, d'ailleurs, il avait soutenu l'Église mexicaine dans la gestion d'un corridor humanitaire entre le Mexique et les États-Unis. Alors, par ailleurs, donc, sur ce sujet, est-ce que sa parole dérange ? Il a osé aller assez loin sur ce sujet, à l'encontre de beaucoup de gouvernants. Et donc, oui, sa parole a dérangé, y compris d'ailleurs au sein de l'Église. Certains évêques et certains cardinaux, notamment en Europe de l'Est ou aux États-Unis, ont jugé sa politique d'accueil naïve. À l'inverse, nombre d'associations caritatives ont trouvé en lui un allié précieux face à la montée des populismes. Maintenant, abordons la question des rapports du pape François avec les grands acteurs internationaux que sont les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Europe, et comment il est parvenu à se positionner dans ce jeu subtil des grandes puissances. Alors, avec les États-Unis, sa relation a été fluctuante. Il s'est bien entendu avec Barack Obama, beaucoup moins avec Donald Trump. Avec Joe Biden, qui était un président catholique pratiquant, il a partagé des convictions sur le climat, la pauvreté, mais il a divergé sur l'avortement ou l'euthanasie, qui sont des sujets très compliqués, évidemment. Il faut rappeler que les églises américaines sont elles-mêmes divisées entre certains évêques qui sont qualifiés d'ultra-conservateurs et qui ont critiqué la ligne du pape sur les questions sociales ou sur les personnes LGBT. Si on parle de la Russie maintenant, donc François a rencontré plusieurs fois le patriarche orthodoxe Kirill, notamment à Cuba en 2016 lors d'une rencontre historique. C'était la première rencontre entre un pape et un chef d'État, de l'Église orthodoxe russe depuis le schisme de 1054, c'est dire. Pendant la guerre en Ukraine, d'ailleurs, le Saint-Siège a tenté de jouer un rôle de médiateur. On l'a évoqué tout à l'heure en introduction. Mais l'équilibre a été très difficile à trouver. François a voulu préserver le dialogue avec Moscou tout en affichant sa solidarité avec les victimes ukrainiennes. Et évidemment, c'est une position très difficile à tenir. Donc, on a parlé des États-Unis et de la Russie. Avec la Chine, c'est là encore une question d'équilibre. En 2018, un accord inédit est trouvé. Pékin accepte que le Vatican nomme certains évêques en Chine en échange d'une reconnaissance des évêques nommés par le Parti communiste. Cela n'empêche pas la persécution de chrétiens en Chine ou le silence du Vatican sur les Ouïghours, ce qui a valu au pape François des critiques fortes de la part des dissidents chinois ou de différentes ONG internationales. Et puis, pour terminer cette position du pape parmi les grandes puissances, on va parler de l'Europe, qui est centrale pour le Vatican. D'abord, le Vatican est en Europe. Et pour autant, François n'a pas hésité à dénoncer une Europe fatiguée, repliée sur elle-même, en perte de foi et de solidarité, ce qui est factuel d'un point de vue de ce qu'on sait des chiffres en matière de vocation ou de baptême. À Strasbourg, lorsqu'il est venu en 2014, il a prononcé un discours retentissant devant le Parlement européen,
appelant à refonder l'âme européenne sur la dignité humaine et l'accueil de l'autre. On a évoqué ça avec la partie sur la migration. Il a encouragé aussi une plus grande unité des chrétiens et multiplié les gestes œcuméniques envers les protestants, les orthodoxes, les juifs, les musulmans, comme par exemple le document d'Abu Dhabi signé en 2019 avec le grand imam Al-Azhar. Autre chapitre concernant les défis internes et l'héritage, avec un pape qui a été souvent sous le feu des critiques. Est-ce que cette diplomatie à la pape François a-t-elle suscité des oppositions, des résistances ? Ma foi, oui, et pas seulement à l'extérieur de l'Église. À l'intérieur même du Vatican, sa volonté de réformer l'Église, de lutter contre les abus et de donner plus de pouvoir aux laïcs, notamment aux femmes, ma foi, a cristallisé les tensions et les critiques. Sur la question des abus sexuels, par exemple, il a imposé la tolérance zéro, la transparence, la dénonciation des coupables. Pour autant, le chantier reste encore titanesque et les victimes jugent les progrès insuffisants, évidemment. On a évoqué ses positions sur les migrants, l'écologie, l'accueil des personnes LGBT, et tous ces sujets ont divisé le collège des cardinaux, car certains ont jugé le pape François trop progressiste. C'est par opposition au conservatisme. En Afrique, par exemple, ou en Europe de l'Est, ses propos sur la bénédiction des couples homosexuels ont largement choqué. Quant en Amérique, il est adulé par la frange la plus ouverte de l'Église et moins par les conservateurs. Sur ce sujet, le synode sur la synodalité lancé en 2021 et qui s'achève cette année vise à décentraliser le gouvernement de l'Église et redonner la parole aux fidèles. Mais là encore, il y a beaucoup de résistance. Pape François a connu beaucoup de résistance, surtout dans les hiérarchies traditionnelles de l'Église. En résumé, sur cet aspect du pape François, il a quand même fait bouger des lignes, avec force parfois, brutalité, le disent certains, comme le disent certains, mais ça a forcé tout le monde à réfléchir, à débattre, à se positionner. C'est aussi la marque des grands leaders qui ne sont pas obligés de faire l'unanimité. Alors, pour terminer, on peut évoquer le pape au cœur des crises, avec le témoignage sur un certain nombre de ses voyages. On pense, je vais dire, un petit chapitre sur le concret, qu'est-ce qu'il a pu faire concrètement pendant des crises. Et on évoque ici le voyage qu'il a pu faire au Mozambique en 2019, alors que le pays sortait d'une guerre civile. Et il s'est adressé à des milliers de jeunes dans un stade surchauffé en les appelant à devenir des artisans de paix dans un pays blessé. Les autorités à l'époque étaient sceptiques sur ce message de réconciliation, mais ce message, il a ouvert la voie à des pourparlers, puis à la signature d'un accord entre les factions rivales. C'est une manière donc concrète de voir ce que peut être le rôle efficace du pape en géopolitique ou en diplomatie. En conclusion, est-ce que le pape François a-t-il incarné une nouvelle forme de puissance sur la scène internationale ? Eh bien, on peut penser que oui, au sens d'une puissance plutôt morale, mais dans un monde polarisé, c'est quand même une force qui compte. Il rappelle, face au cynisme des puissances, qu'une voie sans armée ni pétrole peut encore changer des vies et influencer des trajectoires. Son héritage sera fait de gestes, de textes, de crises affrontées, mais surtout d'un message. Il n'est pas de politique qui vaille sans la défense de la dignité humaine. Son héritage, c'est celui aussi d'avoir déplacé le centre de gravité de l'Église vers le sud, d'où il vient, d'avoir fait dialoguer l'Évangile et le vieux texte de l'Évangile et les problématiques du XXIe siècle, et d'avoir redonné de l'espérance à des millions de personnes, qu'ils soient croyants ou non d'ailleurs. Voilà ce qu'on pouvait dire en conclusion sur, ma foi, ce que fut le rôle du pape François sur la scène internationale. Il était certes chef d'État, mais on vient de le dire, un chef d'État sans armée,
sans pouvoir politique, et pourtant avec une force morale très importante. C'était l'occasion donc d'en parler dans notre émission sur la géopolitique et sur Radio Théolis. Je vous souhaite une excellente semaine à l'écoute de votre radio préférée. C'était Vincent Lequen pour la 40e édition du Monde tel qu'il est. J'espère vous retrouver la semaine prochaine ou très prochainement et vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.